Ravi de vous retrouver sur nos antennes pour cette nouvelle session d'information. Madame, Messieurs, sans plus tarder, voici le sommaire. Le sénateur Ivy, qui bénéficie d'un statut spécial, fait face à un réquisitoire sévère de la part de l'auditeur général, le lieutenant général magistrat Lucien René, qui a requis la peine de mort à son encontre. Et puis à Uvira, c'est une satisfaction générale après le rappel à Kinshasa du général Olivier Gazita. La délégation interministérielle est attendue dans la ville ce jeudi pour des consultations avec les communautés locales. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre déjà par cet élément. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué le 10 septembre 2025 une visite d'État au Kazakhstan. Cette première rencontre au sommet avec son homologue Kassim Jomart a permis de renforcer les relations bilatérales et de conclure plusieurs accords de coopération. Suivez. Accueilli avec les honneurs d'Astana, le président Félix Tshisekedi a échangé avec les chefs d'État kazakhs autour des partenariats économiques et diplomatiques. Les discussions ont notamment porté sur le secteur des mines, des infrastructures, de l'éducation et de l'agriculture. La République démocratique du Congo est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite... Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples, et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique. 3 accords ont été signés, dont 2 mémorandums d'entente sur les consultations diplomatiques et la coopération minière. Un partenariat a aussi été conclu entre GECAMIN et le groupe Eurasian Resources. En signe d'amitié, Kassim Jomart a décerné à Félix Tshisekedi la plus haute distinction honorifique du Kazakhstan, marquant un tournant dans les relations entre Kinshasa et Astana. Et puis la chef du gouvernement, Judith Suminwa-Tuluka, a présidé le mardi 9 septembre 2025 la première réunion du comité stratégique de pilotage des zones économiques spéciales, moteur de l'industrialisation et de la création d'emplois en République démocratique du Congo. Boniface Munga pour les détails. Au cours de cette réunion évaluative, la patronne de l'exécutif central, Judith Suminwa-Tuluka, a enjoint le dit comité à proposer 2 pistes de solutions afin de résoudre le problème qui entrave le bon fonctionnement des zones économiques spéciales au pays. À ces jours, les zones économiques spéciales contribuent énormément à la création d'emplois et à l'industrialisation en République démocratique du Congo, a déclaré le ministre de l'Industrie Aimé Bougie dans sa restitution de cette séance de travail. Il a relevé que plusieurs autres S seront créés selon les prévisions du gouvernement. De manière plus spécifique, les comités stratégiques des pilotages des S s'est penché sur la question de la saturation de la zone économique des Maluku, un dossier délicat qui a retenu l'attention de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Dans le programme d'action du gouvernement de Judith Suminwa, il est question d'orienter des nouveaux investissements vers les activités à forte intensité des créations d'emplois ou d'utilisation de la main-d'œuvre locale.
Madame, Messieurs, sachez que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a reçu le mercredi 10 septembre dans son cabinet de travail le ministre d'État, ministre du Plan, Guilian Nyembo. Les échanges ont porté sur le suivi et l'évaluation des réformes en cours pour l'amélioration du climat des affaires, une dynamique multisectorielle impliquant plusieurs ministères. À l'issue de cette rencontre, Guilian Nyembo a salué les efforts déjà engagés par le ministère de l'économie selon un communiqué de sa cellule de communication. Suivez. C'est dans le cadre de la tournée que nous faisons pour la sensibilisation dans le cadre du climat des affaires. Donc, comme vous le savez, c'est un sujet très important pour notre pays. Nous avons besoin de gros investissements et nous voulons que le secteur privé puisse se rendre compte des efforts du gouvernement dans ce sens-là. Donc nous le faisons avec tous les ministres réformateurs et ici nous sommes venus bien sûr. Lui c'est déjà un habitué parce que c'est surtout pour les nouveaux aussi. Et voilà, nous sommes effectivement rendus compte, comme je dis, un habitué, que voilà, les équipes font très très bien le travail. Ils sont très avancés dans ce qui devait être fait et la collaboration, nous constatons qu'elle est à merveille. Et c'est ce que nous souhaitons bien entendu pour tous les autres ministères réformateurs. Voilà, c'est un peu ça l'essentiel de ce travail. En réalité, un travail de suivi, de relance et surtout un message pour le secteur. Et puis le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Finances, annonce l'entrée en vigueur le 1er janvier 2026 de la réforme de la fiscalité directe instituée par la loi numéro 23/053. Celle-ci remplace les multiples impôts existants par deux impôts uniques, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Boniface Munga nous en dit plus. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère des Finances, annonce ce 11 septembre 2025 l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 2026 de la réforme de la fiscalité directe instituée par la loi numéro 23/053. Celle-ci remplace le multiple impôt existant par les deux impôts uniques, l'impôt sur la société et sur le revenu de personnes physiques. Cette campagne nationale de sensibilisation qui débute ce jeudi 11 septembre, le ministre des Finances invite par cette même occasion l'ensemble des contribuables et des opérateurs économiques à s'approprier pleinement cette réforme structurante. Autre chose, Madame, Monsieur, le ministre de la Santé a suspendu les services d'urgence de HJ Hospital après qu'il ait été relevé qu'un montant de $5,000 américains avait été exigé au préalable pour prodiguer des soins à Madame Divine Kamasamba, récemment décédée. Boniface Munga nous en dit plus. Les activités de service d'urgence du centre hospitalier HJ et du centre médical Diamant, situé dans la commune de Limité à Kinshasa, dans la capitale de la République démocratique du Congo, sont suspendues par le ministère de la Santé publique. Cette décision, signée mardi 9 septembre 2025 par le secrétaire général de la Santé publique, Dr Sylvain Yumba, fait suite à un refus du personnel médical d'apporter l'assistance admise en urgence dans la nuit du 7 au 8 septembre, causant un décès. Le service médical exigeait une caution avant toute assistance. Cet incident intervient dans un contexte où le gouvernement de la RDC s'est engagé dans la mise en place de la couverture santé universelle via un plan stratégique national approuvé il y a 4 ans déjà, avec comme objectif de garantir l'accès aux soins pour tous et sans difficulté financière. Dans les buts de promouvoir la couverture santé universelle, les gouvernements avaient mis en place le Fonds de solidarité des santé. Cette structure est l'un de ces instruments de facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Il est considéré comme la Caisse nationale d'assurance maladie en République démocratique du Congo.
Je l'ai annoncé au sommaire, à Uvira, c'est une satisfaction générale. Après le rappel à Kinshasa du général Olivier Gazita, la délégation interministérielle est attendue dans la ville ce jeudi 11 septembre 2025 pour des consultations avec les communautés locales. Mafikiri Machimango, coordonnateur de la nouvelle société civile du Sud Kivu, est l'invité de ce journal. Il a été joint au téléphone par Jean Bayou. Okay. Bonjour, monsieur Mafikiri. Bonjour. Vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile au Sud Kivu. Vous êtes basé à Uvira, où on nous annonce les rappels du général Gazita qui étaient problématiques. Et on nous annonce également l'arrivée d'une délégation venue de Kinshasa pour des consultations avec les couches de la population. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, effectivement. Le général Gazita n'est plus à Uvira. D'abord, ça on salue parce que on a fait de grandes manifestations. Aujourd'hui, avec le résultat, maintenant il n'est plus à Uvira. Nous avons des informations qu'il s'est retrouvé au Burundi et les dernières informations qu'il a à Kinshasa. Mais il faut quand même signaler que c'est depuis hier que la délégation, après une réunion interinstitutionnelle qui était présidée par le président de la République au niveau de Kinshasa, que lors de cette réunion, on avait décidé qu'une délégation vienne à Uvira pour discuter de différents problèmes à Uvira, ainsi que d'ici Kivu, notamment Uvira, Fizi et Mwenga. C'est comme ça que je confirme que c'est depuis hier que la délégation, qui est composée de 4 ministres, notamment ministre de l'Intérieur, ministre de l'Industrie, vice-ministre de Défense et ministre d'Intégration régionale, que cette délégation est arrivée hier au Burundi. Et à l'heure où je parle, maintenant la délégation se prépare pour venir à Uvira. Et il y a maintenant de différentes délégations qui sont au niveau de la frontière entre la RDC ainsi que Burundi, qu'on appelle la frontière Gatumba-Kamivira, qu'on est en train maintenant d'attendre la délégation. Dès que la délégation arrive à Uvira, elle va recevoir les différentes forces vives à Uvira dans les bureaux du gouvernement provincial d'ici du Kivu. Ah ok, et justement vous serez aussi consulté en tant que cadre de la société civile. Quels sont aujourd'hui les desiderata après les départs souhaités du général Gazita? Et effectivement, nous serons consultés étant une grande structure du Sud Kivu. Il faut quand même signaler que les desiderata sont nombreux, malgré le départ de Gazita. Vous savez que par rapport à son dossier, plusieurs questions ont été soulevées. On doit donner des éclaircissements par rapport à notre position sur le départ du général Gazita. Mais il faut aussi signaler qu'il y a d'autres questions sécuritaires plus importantes et développement qui doit faire l'objet d'échanges lors des débats, lors d'échanges, lors de la consultation par la délégation. L'autre fois, vous étiez déjà en train de parler de l'absence dans la ville d'Uvira de plusieurs autorités provinciales. Est-ce que, avec cette arrivée de la délégation de Kinshasa, les autorités provinciales, notamment les députés, peuvent aussi ou sont déjà à Uvira également? Effectivement, depuis hier, d'abord c'est une désolation et ça sera une question très importante qu'on va devoir développer avec la délégation qui va venir. Heureusement que le ministre de l'Intérieur est là. Et plusieurs fois, nous avons toujours décrié les comportements des autorités provinciales qui passent la nuit au Burundi. Et cela, c'est une désolation, c'est une honte pour la République. Ça sera l'objet d'échanges. Parce que chaque fois, on a montré que la délégation arrive seulement à Uvira, donc le gouvernement provincial et les autorités arrivent à Uvira pour collecter l'argent et dès que les autorités ont l'argent, elles rentrent encore au Burundi. Donc ce sera une question qu'on va discuter de manière approfondie parce qu'on est en train même de critiquer une lettre qui a été récemment dit pendant notre manifestation, a été rédigée par le ministre de l'Intérieur qui a assumé l'intérim. À l'intérim du gouverneur, qui a écrit la lettre sous forme des alertes qu'il y a une tension communautaire à Uvira. Et cela joué de manière défavorable sur notre manifestation. Or, il n'y a pas une tension communautaire à Uvira, il y avait un problème d'un individu et heureusement que Kinshasa, à la dernière minute, a répondu de manière favorable par rapport à la demande de la population. Voilà, Monsieur Mafikiri, merci pour cet entretien.
C'est moi qui vous remercie de plus. Également annoncé au sommaire, le sénateur à vie qui bénéficie d'un statut spécial fait face à un réquisitoire sévère de la part de l'auditeur général, le lieutenant général magistrat Lucien René Liquilia, qui a requis la peine de mort à son encontre. La haute cour militaire rendra son verdict le vendredi 12 septembre prochain dans l'affaire opposant le parquet général à l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Selon extrait de rôle publié par le greffe de cette juridiction. Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Les attentats du 11 septembre 2001 sont 4 attentats suicides islamistes perpétrés le même jour aux États-Unis et provoquant la mort de 2977 personnes. Les détails dans cet élément. Des avions qui percutent, des symboles de la puissance américaine, des tours qui s'effondrent, des milliers de victimes. Au-delà du choc, les attentats du 11 septembre 2001 ont marqué un tournant dans l'histoire contemporaine. Le soleil qui brille ce matin-là sur la ville s'obscurcit brutalement. À 8h46, un avion de ligne percute une des tours du World Trade Center. À 9h03, un deuxième avion s'encastre dans la seconde tour. À 10h28, l'une et l'autre s'effondrent dans un gigantesque nuage de poussière. Les télévisions du monde entier diffusent en direct les images des montagnes dévastées. Mais le cauchemar ne se limite pas à New York. Le vol 77 d'American Airlines Flight frappe le Pentagone. Puis, le vol 93 d'United Airlines s'écrase en Pennsylvanie. En moins de 2 heures, 2977 personnes sont tuées, 6000 autres blessées. Les États-Unis, première puissance mondiale, n'avaient jamais été attaqués aussi durement dans leur chair, mais aussi dans leur dignité. 3 jours plus tard, le FBI révèle que les attentats ont été perpétrés par des islamistes d'Al-Qaïda. Les États-Unis s'engagent alors à attaquer les responsables dans leur base. Le monde bascule dans la guerre contre le terrorisme. Une guerre d'un genre nouveau où l'ennemi peut être un voisin, un collègue, un concitoyen, où l'attaque peut surgir à tout moment en pleine rue, dans un avion, un centre commercial, aussi bien en France, en Espagne, en Tunisie, au Kenya ou en Égypte. Le 11 septembre, 2 tours s'y sont écroulés. Des années plus tard, le retrait chaotique des États-Unis et le retour simultané des talibans en Afghanistan révèlent à quel point l'onde de choc était puissante. Les Américains commémorent les 24 ans des attentats du 11 septembre 2001 par des cérémonies solennelles, des actions bénévoles et d'autres hommages en hommage aux victimes. Et c'est par cet élément, Madame, Messieurs, que prend fin ce journal. Je vous rappelle donc les principaux titres. Le sénateur à vie qui bénéficie d'un statut spécial fait face à un réquisitoire sévère de la part de l'auditeur général, le lieutenant général magistrat Lucien René Liquilia, qui a requis la peine de mort à son encontre. Et puis à Uvira, c'est une satisfaction générale après le rappel à Kinshasa du général Olivier Gazita. La délégation interministérielle est attendue dans la ville ce jeudi 11 septembre. Fin complète de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci donc à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Marc Machaka pour une nouvelle session d'information. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain.